Bonjour. Qui suis-je sans le savoir comment cesser de souffrir? D'ailleurs, ainsi qu'on l'a vu, la souffrance ultime qui génère toutes les formes de souffrance est la dissociation de soi. Tous nos attributs humains nous mènent à une seule et même conclusion, comme on l'a vu dans la vidéo sur la science et la spiritualité. L'existence d'un jeu infini, qui donc est nécessairement partout. La pensée logique nous y mène. En effet, si on tente de déterminer qui est ce jeu qui se demande qui il est, qui est conscient d'être, on voit qu'il n'est pas localisé dans notre corps ni notre esprit, puisque nos sensations, nos émotions, nos pensées vont et viennent, mais je demeure. Il est sans forme, sans aucune qualité du fini, et donc il est infini partout, et donc on partage tous le même jeu. La pensée scientifique, c'est-à-dire fondée sur l'observation reproductible et le raisonnement, le moyen le plus fiable pour connaître autant qu'il nous est possible le monde sensible, nous mène aussi à l'existence de cet infini. En fait, nous ne pouvons donner un sens à des phénomènes disparates, les comprendre, que basés sur des principes unificateurs. La pensée même nécessite catégorisation, c'est-à-dire de trouver ce qui unit. La flore, par exemple, inclut pâquerettes et roses. De même, pour des processus, le lancer d'un javelot et une feuille qui tombe. Nos conclusions scientifiques soulignent l'unité sous-jacente. Tout est composé d'atomes, tout le vivant est interconnecté biologiquement, etc. L'expérience personnelle d'une sphère suprasensible à travers des techniques qui nous permettent de nous couper des sens, telle la méditation, nous mène également à cet infini. Donc, quelle que soit la méthode utilisée, l'existence de cet infini s'impose à nous, à tous les êtres humains. La non-dualité, c'est-à-dire le fait qu'à la base tout est un, n'est pas une croyance, un dogme, n'est pas simplement une théorie purement logique avec une cohérence interne, mais qui pourrait être fantaisiste, c'est-à-dire éloignée de la réalité. C'est un fait de la réalité que je qualifierais d'humaine, car elle présuppose toujours l'existence de l'homme. On ne peut la connaître que par le biais de nos attributs humains, sensations, émotions, intuitions, pensées, capacités suprasensorielles. L'infini même est une notion inventée par l'esprit humain. Bref, ce qu'on peut conclure comme factuel, c'est que tout fait partie d'une conscience au sens d'awareness, neutre de toute qualité, et non conscience en anglais, qui implique des valeurs, qui étant infini est partout, en nous, en dehors de nous. Après, ce qu'est cette conscience lui imputer des qualités est affaire de croyance. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, l'univers, la pensée védantiste, l'un des courants de pensées indiennes,
Il s'agit d'une réalité absolue, pour d'autres, un tout constitué de toutes les consciences humaines individuelles. À chacun de lui donner l'interprétation qui lui convient. Ce qui importe, c'est que cette conscience infinie est le milieu qui imprègne toutes les consciences individuelles, tous les jeux, plus généralement l'essence de tout objet, tout organisme. Pourquoi est-ce important? Car ça implique que tout est interconnecté et sans ce milieu ne pourrait l'être. Notre jeu sous-jacent est partagé, c'est-à-dire participe de cette conscience infinie. Il ne s'agit pas seulement d'une conclusion intellectuelle qui s'impose. Nous sommes contraints de faire l'expérience de notre interconnexion, c'est-à-dire non seulement de la comprendre par la pensée, mais de la ressentir. La pensée est limitée car le savoir est fondé sur des données et à chaque instant, la quantité de données connues est finie. Donc la pensée ne peut embrasser l'infini. Par ailleurs, nous sommes un tout. Nos émotions et sensations ne sont pas déconnectées de nos pensées. Plus précisément, nos pensées et donc notre compréhension sont intimement liées à nos émotions et sensations ainsi qu'il en ressort notamment de la neuroscience et de la psychologie. Les émotions influencent tous les aspects de la cognition, de la perception à la prise de décision rationnelle. Elles relient les divers systèmes dans l'esprit et entre esprits, ce qui n'est possible que parce que nous sommes interconnectés par une même conscience. Les relations interpersonnelles rendues ainsi possibles ont un effet puissant toute la vie durant sur le cortex préfrontal juste derrière le front qui notamment fait la médiation entre les mécanismes neurophysiologiques et l'évaluation de la signification et de la régulation émotionnelle. Dans un groupe, lorsque quelqu'un bouge, on voit les autres bouger en synchronisme, comme un banc de poissons. C'est rare que quelqu'un bouge de manière désynchronisée. Il y a aussi connexion lorsqu'il y a contagion émotionnelle mutuelle, fou rire, bâillement qui se propage dans un groupe et se renforce. Lorsqu'on est engagé dans des tâches coopératives, par exemple, lorsque des musiciens jouent ensemble, il y a synchronisation dans le cortex préfrontal où se trouve une partie des circuits de résonance, notamment beaucoup de neurones miroirs. Durant un concert, les ondes neuronales dans cette zone et d'autres du cerveau des membres de l'audience se synchronisent avec celles des interprètes. Tout cela n'est que la projection sur le plan physique de notre interconnexion. Et plus la synchronisation est grande entre audience et musiciens, plus le plaisir est grand. On n'en est
pas conscient. Bref, pour citer à nouveau la psychologue clinicienne Patricia Evans, la conscience humaine ne peut que chercher à connaître et à faire l'expérience de sa propre interconnexion, ce qui au niveau individuel veut dire de la connexion avec soi et avec le monde extérieur, en particulier autrui, les deux allant de pair puisque la même conscience infinie imprègne l'intérieur de notre corps ainsi que l'extérieur. La réalisation de soi, c'est prendre conscience de notre interconnexion, ressentir qu'à la base nous sommes un à travers le jeu dont nous faisons tous partie. En effet, le ressenti de la séparation avec autrui, on l'éprouve aisément et fortement. Ce ressenti commence à prendre forme dès avant notre 3e année. Pour le nourrisson, il n'y a pas de monde extérieur. Il est en symbiose avec tout. Il n'y a que lui. Tout est un. Puis démarre le processus d'individuation où il commence à prendre conscience de sa mère comme séparée de lui et puis d'un monde qui n'est pas lui, c'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience d'un soi incarné dans un corps qui existe dans l'espace, ainsi qu'on en a parlé autre part. Ce ressenti de séparation est la source de toutes nos souffrances et ainsi de toutes les violences. Mais plus on fait l'expérience de cette interconnexion de l'autre, du reste comme soi, de soi comme tout, les deux allant de pair puisque le même milieu, la même conscience imprègne l'intérieur et l'extérieur de notre corps-esprit, plus on fait l'expérience de sa propre individualité, son ego, de ce qui fait de chacun de nous un être unique et donc séparé du reste. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Même l'expérience personnelle d'unité démontre notre séparation et connexion simultanée. Quand les gens se ressentent comme étant un avec tout, ils se ressentent aussi comme séparés et à l'écart de tout. S'ils étaient dissous dans l'un, il n'y aurait pas de soi séparé pour en faire l'expérience et s'en souvenir. Beaucoup d'Occidentaux, empêtrés dans des incompréhensions des religions ou des philosophies orientales, font de la suppression de leur ego un idéal. On doit comprendre que l'ego est absolument nécessaire. Il joue un rôle vital. La réalisation de soi serait impossible sans l'ego. D'ailleurs, la science nous dit non seulement que nous sommes interconnectés, l'acte d'observation impacte l'observé, mais aussi qu'il y a un observateur qui est un acteur séparé. On est en un sens séparé de la nature, l'observant, et en un autre sens, on fait partie de la nature formée par celle-ci. Surtout, notre expérience de notre séparation n'est plus source de souffrance, puisque simultanément on ressent une connexion harmonieuse, qu'on est autrui, qu'on est le reste, tout autant qu'on est
soi-même. Plus précisément, ce ressenti nous rend mieux capables de remettre en question les conditionnements qui participent à notre soi séparé et de ne garder que ceux-là même en harmonie avec notre soi partagé et à nous défaire de ceux qui nous en éloignent, c'est-à-dire de ceux qui nous dissocient de soi et donc de tout. On se sent généralement comme une masse chaotique de désirs, de valeurs, d'idéaux et de possibilités contradictoires, certains conscients et d'autres inconscients, qui nous tirent dans beaucoup de directions à la fois. Le ressenti d'unité avec tout permet d'intégrer la somme de toutes les forces, énergies et qualités divergentes qui vivent en nous et font de nous ce que nous sommes, un individu unique. Notons que notre soi n'est pas fragmenté en deux parties, une partie partagée et une partie séparée, mais nous faisons tous partie de cette même conscience infinie qui s'incorpore en soi distinct. La réalisation de soi est l'opposé de la dissociation de soi. Il s'agit simplement de la reconnaissance et au-delà de la reconnaissance, du ressenti de la réalité partagée, faite d'interconnexion qui est la nôtre, c'est-à-dire qui est un fait et non une croyance. Je veux insister là-dessus. Dissociation implique dissociation de nos sensations, nos émotions, ce qui entrave nos capacités de raisonnement qui, comme brièvement mentionné, sont fortement associées à nos sensations et émotions. Plus on est dissocié de soi, moins cette pensée sera la nôtre et moins elle sera conforme à la réalité humaine. Pour penser par soi-même, il faut savoir qui nous sommes. Il ne s'agit pas d'avoir des pensées originales nécessairement, mais même lorsqu'on reprend la pensée d'autrui, de le faire parce qu'elle nous reflète. Elle nous reflètera si on est en phase avec soi, et si on l'est, alors on est en phase avec la réalité humaine. Et donc pouvoir penser par soi, c'est avoir la capacité d'évaluer la qualité de cette pensée. Est-elle adaptée à cette réalité, en harmonie avec elle? De même pour l'intuition, elle dépend de la qualité de notre connexion à soi, à tout. Car d'où vient cette insaisissable certitude où soudain on sait comment procéder, c'est-à-dire qu'une pensée absente de notre esprit l'instant d'avant soudain s'y trouve. D'au-delà de notre conscience individuelle et donc de cette conscience infinie qui, notant en passant par son infinitude, englobe notre inconscience. Plus notre intuition et notre capacité de penser par soi-même sont altérées, plus notre capacité de discernement sera affaiblie et plus on risque de devenir un suiveur manipulable, notamment politiquement, ou au contraire, on risque d'en venir à imposer des pensées coupées de tout fondement. C'est le propre de la propagande totalitaire qui, pour citer Hannah Arendt, établit un monde capable de concurrencer le monde réel.
Si cette propagande réussit, ou plus généralement, si à divers niveaux, que cela soit dans des milieux dits mainstream ou des milieux dissidents, ou que cela soit dans la sphère professionnelle ou personnelle, si la manipulation réussit si bien à contrôler les gens, à leur faire croire, à leur faire faire ce qui sert ses intérêts, c'est bien parce que contrôleurs et suiveurs sont tous à divers degrés dissociés de leur soi. Alors, comment faire pour parvenir à une réalisation de soi? Chacun doit trouver la manière qui lui convient. Je ne peux parler que de mon cheminement personnel vers ce but. C'est ce que je ferai dans d'autres vidéos. Merci.